Très bien. Bonsoir, bonjour à toutes et celles et ceux qui ont choisi d'être avec nous cet après-midi et surtout à nos invités qui vont nous faire partager un certain nombre de leurs réflexions dans le cadre de nos travaux sur le séminaire qui s'appelle Actualité de Marx et nouvelles pensées critiques et qui essaie d'investiguer un petit peu toutes les questions d'actualité qui nous préoccupent et sur lesquelles on a envie de se pencher un peu et d'éclairer un petit peu nos points de vue. Donc, on accueille aujourd'hui Monique Dantal, qui est ingénieure d'études retraitée et qui a été co-responsable du CEDREF, je lis, hein, Université de Paris 16, coordinatrice du réseau interuniversitaire et interdisciplinaire national sur le genre, et qui est présidente fondatrice du réseau féministe Rupture. Et donc, elle nous propose d'intervenir sur le thème pour une sixième république fondée sur des valeurs féministes et paritaires. Et évidemment, vous avez à côté d'elle Alain Janel, qui est professeur émérite de l'Université de Bordeaux, qui a été longtemps professeur de sciences de l'éducation, qui a été vice-président de cette université. Bon, il vous en parlera un petit peu plus, qui est engagé dans un certain nombre de mouvements, dont une association à laquelle participe Marcel Desvernes et qui animera, je dirais, l'intervention d'Alain tout à l'heure, et qui, lui, de son côté, participe à l'association ANAE, hein, c'est comme ça. Tu développeras, tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. Donc, Monique, à toi. Très bien. Bon, bien, d'abord, merci beaucoup, Dominique, de m'avoir invité donc à participer à vos travaux et à échanger à partir donc de réflexions que j'ai menées au cours des activités de l'association Réseau Féministe Rupture. Notre association promeut un féminisme de transformation sociale, universaliste, laïque, paritaire, antiraciste et écologique. Nous agissons depuis plus de 40 ans sur 3 niveaux, national, européen et international. La place des femmes dans les gouvernances est un marqueur essentiel de la démocratie pour nous. En effet, comment imaginer une quelconque organisation qui serait amputée de la moitié de l'humanité? En France, l'histoire des luttes pour obtenir la parité en politique se concrétise véritablement dans la deuxième moitié du XXe siècle à l'initiative d'associations féministes paritaristes. Celle-ci veut aboutir à la loi du 6 juin 2000 qui favorise, je dis bien favorise entre guillemets, la parité en politique. Donc, depuis plus de 20 ans, la promulgation de cette loi tente de corriger une injustice ancrée dans l'histoire du système patriarcal et l'apport des compétences des femmes dans les différentes instances de décision. Cependant, le ratio égalitaire femmes-hommes ou hommes-femmes, comme vous voulez, reste très souvent encore défavorable aux femmes. Ma contribution rappelle dans un premier temps les luttes qui ont précédé le vote de la loi dite de parité en politique et les arguments que les mouvements féministes paritaristes développent pour le passage à une sixième république. La parité, c'est une loi pleine de promesses dans sa mise en application et c'est celle des freins rencontrés dans l'actuelle Constitution et de notre conviction de la nécessaire fondation d'une sixième république. L'idée de parité elle-même apparaît bien après les révolutions qui ont secoué le pays au XVIIIe siècle. Aucune des déclarations de la Constitution de la République française ne semble considérer finalement l'une des deux composantes de l'humanité comme humaine. Il faut le dire et se le représenter dans sa vérité, les femmes ne sont pas traitées comme des citoyennes au même titre que les citoyens, dans l'esprit, autrement dit dans l'idéologie de la République naissante, et rien n'est venu remettre en cause ses fondements. Constitutionnellement et juridiquement, les femmes sont considérées comme des sous-êtres humains. À regarder les choses d'un peu plus loin, cela n'a pas dérangé le pouvoir politique et institutionnel de l'État français. Et pourtant, dès 1885, on trouve l'idée de parité chez Hubertine Auclair, en ces termes, je cite,
il faut que les assemblées soient composées d'autant de femmes que d'hommes, alors même que les femmes, dans cette période, n'avaient pas le droit de vote. Un peu plus tard, en 1918, Monette Thomas, qui est une militante syndicaliste de la couture à Paris, rattachée à la fédération CGT, demandait, je cite, une représentation proportionnelle des femmes au Parlement par l'élection d'une femme et d'un homme dans chaque circonscription. Or, cette idée du ticket, c'est ce qu'on a appelé plus tard le ticket, n'émergera enfin dans la République française qu'au XXIe siècle. Alors, qu'est-ce donc que cette République qui se prétend démocratique? Il faut admettre que l'idée d'égalité formelle, c'est-à-dire virtuelle, n'apparaît que dans la rédaction de la 4e République avec la Constitution française de 1946. Ainsi, dans son article 3, le préambule stipule, je cite, « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, les droits à ceux de l'homme. » Cependant, tout fonctionne comme si, en France, le système institutionnel et politique n'ait pas respecté l'esprit de sa Constitution. Alors que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes a été très tôt acquis dans les déclarations officielles ou les résolutions internationales de l'ONU, Charte des Nations Unies, qui étudie les droits fondamentaux et les étend, les droits fondamentaux de la personne humaine au bénéfice des femmes et de l'égalité des sexes, ainsi que les institutions supranationales du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. C'est beaucoup plus tardivement en France qu'il fut admis qu'une représentation non équilibrée dans la prise de décision politique reflète un déficit pour la démocratie. En effet, en France, c'est dans le prolongement des luttes des suffragettes et du droit de vote des femmes que la revendication des femmes d'occuper la place qui leur revient en politique apparaît au cours des années 60, 1960 bien entendu. Et des expériences vont se succéder. Le Parti socialiste unifié, par exemple, sera le premier parti à mettre davantage de femmes au poste de décision. La candidature d'Huguette Bouchardot aux élections présidentielles de 1974 verra pour la première fois une femme faire campagne en tant que femme. En 1978, des féministes appartenant au courant G du Parti socialiste lancent une pétition qui recueillera 4000 signatures pour avoir autant de femmes que d'hommes dans les instances de décision du parti et sur les listes de candidats aux élections européennes qui suivirent. Et Yvette Roudy proposera au Parti socialiste l'instauration d'un quota dans un premier temps. Ainsi, en 1982, sur proposition de Gisèle Halimi, députée apparentée Parti socialiste, l'Assemblée nationale votera à la majorité l'obligation d'un quota de 30% du sexe sous-représenté, c'est-à-dire celui des femmes sur les listes électorales. Cette proposition d'un quota sera invalidée par le Conseil constitutionnel au motif que l'égalité des sexes est inscrite dans la Constitution française et que, je cite, « le recours au quota introduirait la représentation de catégories dans la Constitution en contradiction avec la conception universaliste des droits de l'homme. » Alors pour celles et ceux, comme moi, qui revendiquaient l'égalité pour les femmes en politique, la décision du Conseil constitutionnel a alors produit l'effet d'une douche froide. Comment sortir de cette impasse juridique et de ce dilemme? Alors que 50 ans après le droit de vote des femmes, en 1994, le nombre de femmes dans les assemblées était sensiblement le même qu'en 1947. C'est à cette question que nous tenterons de répondre dans les années 80 et 1990 avec la revendication de parité politique en France et pas de quotas. Dans les luttes que nous avons menées pour obtenir la parité en politique, je distingue 3 périodes. Celle de la revendication des quotas jusqu'en 1982, celle où émerge la revendication de parité à partir de 1985, celle qui fait de la parité dans tous les domaines de la vie sociale, économique, culturelle et politique après 1995. Et le réseau féministe Rupture a participé à ces 3 périodes successives.
À ces quelques repères chronologiques, dans l'émergence des mobilisations pour la parité, les luttes pour obtenir l'égalité avec les hommes dans la sphère politique furent relancées en 1984 par des femmes et des hommes du collectif féministe Rupture, mais aussi du CINEL. Le CINEL, c'était un cercle d'intellectuels organisé autour des séminaires de Félix Guattari et de femmes appartenant au courant G du Parti socialiste. Même si ces pratiques paritaires ont eu une existence qu'on peut dire éphémère, elles ont tenté d'expérimenter de nouveaux rapports aux politiques, par exemple, en allant jusqu'à la parole alternée homme-femme ou femme-homme. En 1993, le premier réseau regroupant des associations féministes pour la parité en politique voit le jour. Ces luttes vont donner un nouvel essor au mouvement féministe contemporain. Le réseau Femmes pour la parité organisera des mobilisations pendant plusieurs années, notamment lors des rentrées parlementaires, de nombreux colloques et débats publics à Paris et en région, autour d'un seul axe, la parité, oui, au-delà des conflits idéologiques partisans. Il exigera une loi pour la parité en politique puisque, je cite, « les femmes ont été exclues par principe et par la loi de la démocratie, elles doivent donc être réintégrées par la loi, car c'est par la loi que la société se donne à voir. » Donc, la parité en politique est posée d'emblée par ce réseau comme une réponse à l'exclusion historique des femmes et le moyen permettant de les réintroduire dans l'universel. La revendication de parité s'énonce pour certaines féministes comme un moyen approprié pour parvenir à une situation d'égalité réelle et non formelle des femmes. La parité, précisera Geneviève Fraisse, philosophe, c'est un habit de l'égalité. Et pour Éliane Viennot, historienne, il s'agit de fabriquer des égaux avec la parité. Pour d'autres féministes, la parité est à la fois conçue comme concept et comme moyen, en développant l'idée d'une parité qualitative, partant du quantitatif pour aboutir au qualitatif, en insistant sur le fait que la notion de parité introduit une logique nouvelle. Quelle est-elle? En effet, la parité met en œuvre un mode de raisonnement qui prend appui sur une composante nouvelle, celle d'hommes et de femmes à parité dans toute structure de décision qui examine ensemble les questions à résoudre, c'est l'égalité numérique, créant ainsi les conditions pour que s'énoncent d'autres aspirations, d'autres façons de penser, d'autres vécus, d'autres types de solutions. Dans cette optique, nous avançons que la parité permet de redonner du sang neuf à la politique. Avec la parité, il s'agit ainsi d'expérimenter de nouveaux rapports aux politiques qui puissent permettre de faire de la politique autrement. Car la parité, ce n'est pas seulement la reconnaissance de la diversité dans l'unité, c'est aussi la recherche d'un nouvel équilibre dans la représentation dans sa relation à la société civile, dira Philippe Herzog. C'est pour cette raison que la parité s'inscrit dans le combat pour une autre citoyenneté et donne un autre contenu à la démocratie. Dans le prolongement de cette idée, le collectif féministe Rupture et son réseau considèrent que la parité est ainsi l'utopie d'une nouvelle citoyenneté. Au sein des mouvements féministes paritaristes, la revendication de parité a suscité 3 débats. D'abord, faut-il une loi? Réponse oui, et je l'ai déjà dit. Les femmes sont exclues par principe et par la loi de la démocratie, elles doivent donc être réintégrées par la loi, car c'est par la loi que la société se donne à voir. Deuxième question, la parité est-elle un moyen ou est-elle un concept opposant les tenantes d'un universalisme républicain à celles et ceux qui leur préfèrent un universalisme rénové, c'est-à-dire sexué? Troisième question, le débat a porté également sur le choix de l'article à modifier. L'article 3 de la Constitution ou l'article 4, comme le voulait d'ailleurs le Sénat. Eh bien, l'article 3 est l'article noble de la Constitution. C'est pourquoi nous voulions qu'il soit dans l'article 3, parce qu'il pose la souveraineté nationale qui appartient au peuple, alors que l'article 4 traite du statut des partis politiques. Mais la parité, c'est aussi, à travers ces mesures d'accompagnement en politique,
c'est un combat qui permet de changer le rapport à la politique, de démocratiser et de désacraliser la fonction de l'élu pour en faire un élu ou une élue citoyen, citoyenne. Quelles sont ces mesures d'accompagnement de la parité? Premièrement, un statut de l'élu garantissant un véritable exercice de la citoyenneté, précisant les droits et les devoirs de chacun, assurant le retour à la vie professionnelle. Nous demandons qu'il soit étendu aux élus associatifs, reconnus comme de véritables partenaires sociétaux, ce qu'ils ne sont pas à l'heure actuelle. Deuxièmement, mesure d'accompagnement, le non-cumul des mandats. Car s'il y a cumul des mandats chez les élus, c'est parce qu'il n'y a pas de statut de l'élu. Troisième mesure d'accompagnement, la limitation de l'exercice des mandats dans le temps à 2 mandats de même nature. Quatrième mesure d'accompagnement, l'introduction d'une dose de proportionnel dans tous les modes de scrutin, modification des institutions et passage à la 6e République qui était la dernière mesure d'accompagnement. Dans le bilan de la loi dite de parité, pour nos associations féministes paritarites, on peut dire avec le recul qu'elle a été un échec. Un échec prévisible, somme toute, dès lors que les obstacles à l'engagement politique des femmes prennent leur source dans une spirale dynamique qui naît dans la sphère privée, dès la naissance des enfants, qui opère un travail sournois dans les représentations de soi-même d'une part, mais aussi de l'autre. En somme, au-delà de ce qui transparaît et qui peut paraître à certains et certaines comme bien loin des incidences directes de la Constitution sur la société, nous postulons d'appréhender la parité et les mesures d'accompagnement comme un tout, dans la lignée des théories marxistes, des notions de structure et de superstructure interdépendantes et qui forment l'édifice des règles collectives de la société. C'est sur la base de ces critiques qu'il s'agit de construire une nouvelle République, exempte des lourdeurs sexistes et patriarcales de ses prédécesseurs, née sous la plume exclusive d'hommes, pétrie d'une vision du monde et de son organisation sous domination masculine, ethno- et endocentrée. Alors certes, il y a eu des tentatives pour des modifications successives de la Constitution, de transformer le fonctionnement des institutions de la Ve République, mais dans la mesure où elle puise son existence dans les fondations radicalement patriarcale, autoritaire, hiérarchique, directive à tous les niveaux de décision et à tous les échelons politiques, la modifier par des touches successives reviendrait à amonceler des couches stratifiées de feuilles de papier, mais pas à la réorienter fondamentalement. Et du point de vue de l'organisation et des modalités de la démocratie, ce système de représentation n'est plus acceptable, il n'est même plus viable. C'est pourquoi la nouvelle Constitution devra être basée radicalement sur de nouvelles valeurs. Du point de vue de la parité politique, la Ve République, finalement, s'avère bien un échec. Ce sont donc ces expériences de lutte pour la parité en politique, puis revendiquées dans tous les domaines à partir de 1995, qui nous inspirent aujourd'hui la conviction que seul un passage à la 6e République permettra de reposer la nécessité d'appréhender la représentation politique à partir d'une vraie parité démocratique. Nous voulons que la parité soit proclamée comme un principe fondamental d'organisation et de valeur de la société française dans toutes ses sphères, privée, domestique, professionnelle, politique et culturelle. La parité doit être inscrite dans la vie quotidienne parce que la division sexuelle du travail reste profondément ancrée dans la société par la contrainte familiale de l'articulation vie professionnelle, vie familiale qui se fait encore aujourd'hui à la charge exclusivement des femmes. En outre, la violence contre toutes les femmes reste une pratique très courante en France, dans tous les sphères de la société. Insultes, harcèlement moral à caractère sexiste, harcèlement sexuel, coups, viols, meurtres restent des pratiques banales et le milieu politique n'en est pas exempt des féminicides. Une république paritaire est une république qui sévit et qui doit sévir, là où se reproduit l'inacceptable. Or, il semblerait que la Ve République trouve parfaitement acceptable que chaque jour, des femmes meurent de la violence des hommes. Nous, non. Et l'on veut que ce soit clairement inscrit dans la nouvelle Constitution. Alors, pour terminer, quel est le positionnement des partis sur l'avènement d'une 6e République? Depuis maintenant plusieurs années, de nombreux partis politiques se positionnent en faveur du renouvellement de notre système politique
pour garantir une société plus juste, notamment pour les femmes et pour les minorités, les femmes n'étant pas une minorité, bien entendu. La NUPES, par exemple, se positionne sans ambiguïté pour une sixième république qui soit un régime parlementaire stable, impliquant la rédaction d'une nouvelle constitution adaptée par référendum. Le groupe propose également d'élire l'Assemblée nationale au scrutin proportionnel et de revoir le calendrier électoral pour dissocier les élections législatives de l'élection présidentielle. Concernant la parité, imposer et faire appliquer la parité entre les femmes et les hommes dans les directions des institutions politiques, gouvernement, parlement, binôme des collectivités, administratives, économiques, syndicales et associatives, fait également partie des volontés politiques de ce groupe. La France insoumise proposait quant à elle le passage à une sixième république à travers un système d'assemblée constituante qui devrait être composé de personnalités élues au scrutin de liste et de femmes et d'hommes tirés au sort sur le même principe que les jurés d'assises actuels. Le Parti communiste français se positionne pour un régime parlementaire dans lequel le président n'aurait qu'un rôle représentatif, où son élection au suffrage universel serait supprimée, ainsi que son droit de dissolution. Le Parti socialiste également souhaite garantir une juste représentation des catégories populaires à l'Assemblée nationale. Une proportionnelle de liste à 2 tours, avec prime majoritaire, le droit de vote des étrangers et la citoyenneté de résidence, la parité dans toutes les instances ou encore la transformation du Sénat en une chambre représentative comportant à part égale des collectivités territoriales et des représentants de syndicats ou d'associations. Ça, c'est les positions du Parti communiste français. Le nouveau parti anticapitaliste revendiquait, à la fin de la présidence de la République, en abrogeant la constitution de la Ve République, mais aussi la suppression du Sénat, la proportionnelle intégrale à toutes les élections, l'interdiction du cumul des mandats et la révocabilité des élus, proposition d'ailleurs partagée par la France insoumise. Et du côté d'Europe Écologie Les Verts, on penche aussi pour une sixième république parlementaire qui garantisse un gouvernement responsable devant le Parlement, une sorte de 49-3 citoyen, un système électoral proportionnel, un référendum citoyen élargi ou encore un élargissement du droit de vote, notamment aux résidents étrangers dans le cadre de certaines élections. Quant au Parti socialiste, bien qu'il considère nécessaire de faire évoluer l'état actuel de nos institutions en ajustant le calendrier électoral, ce parti ne va pas jusqu'à remettre en cause l'existence et la légitimité de la Ve République. En effet, le positionnement du Parti socialiste apparaît plutôt sur la réserve concernant cette question. En témoigne cette intervention au congrès de Villeurbanne en 2021. Je cite: « Dans le même ordre d'idées, proscrivons absolument le thème de la sixième République. Pourquoi ? Parce qu'elle dramatise inutilement le débat et qui n'est qu'une invocation rituelle et une excuse pour ne rien faire. » Ils poursuivent: « Nos institutions, telles qu'elles sont, permettent une pratique parlementaire. Il faut seulement faire en sorte qu'il en soit ainsi. Pour cela, il n'y a qu'une seule solution, remettre l'élection législative au centre de la vie politique française et affirmer haut et fort que le concept de majorité présidentielle est nul et non avenu pour les socialistes. À l'Assemblée nationale, il ne peut y avoir qu'une majorité de gouvernement. En d'autres termes, pour le Parti socialiste, il faut réinverser le calendrier électoral. Pour déconstruire les formes, en conclusion, je dirais que pour déconstruire les formes universellement masculines de la représentation, pour que les femmes puissent bénéficier de la légitimité de plein droit à la participation politique au poste décisionnel, pour mettre un terme constitutionnel à la conception universaliste et androcentrée de la représentation, il n'y a pas d'autre choix que l'instauration d'une nouvelle république basée sur des valeurs intrinsèques de parité et qui remettent fondamentalement en question le système patriarcal sous toutes ses formes, autoritaires, autocratiques, hiérarchiques, masculines. Les résistances historiques, idéologiques, structurelles ne suffisent pas cependant à elles seules
pour expliquer le fait que la domination masculine perdure. La faiblesse des organisations politiques et sociales réside, me semble-t-il, dans le fait que la domination masculine n'est pas posée comme une question politique. Ainsi, en la posant de la sorte, elle continue de traduire la pensée universaliste en essayant de la rendre plus humaine, mais ne se situe pas en rupture. Elle se contente d'actions qui réaménagent les tabous et les représentations sexuées pour en rendre la survivance plus acceptable, sans analyser que ces pratiques constituent des handicaps importants pour parvenir demain à une autre organisation de la société basée sur le partage équitable du pouvoir entre les sexes et à une réelle égalité. Merci de votre attention. Bon, je vous remercie beaucoup parce que vous venez de nous faire un panoramique de l'engagement politique. Moi, je me sens très heureux d'être à côté de vous, mais à la fois en grande difficulté. D'abord parce que je suis un homme. Oui, c'est pas si simple. J'y peux rien, heureusement. Et deuxièmement, parce que bien que je me reconnais tout à fait dans votre parcours, que de l'extérieur, je l'ai vécu à travers les représentants féminines de mon environnement. Nous parlions justement d'une de mes petites filles qui est Claire Marlowe Plumoside, qui a sorti un livre sur la femme pendant la Révolution française. Donc, je me suis toujours senti, comment dire, faisant des efforts, mais ne répondant pas aux attentes. Voilà. Et ce qui fait que j'ai eu, dans cet environnement féminin, des réactions extrêmement violentes vis-à-vis de moi-même, qui m'ont toujours surpris parce que j'avais l'impression de faire quelque chose qui donnait autant de pouvoir à ce que je faisais, à ce que mon environnement féminin faisait. Et je commencerai ma conférence tout à l'heure en citant une remarquable institutrice enfin, qui n'avait rien de périgourdin puisqu'elle était d'origine parisienne, mais qui était institutrice à Tursac et qui faisait vraiment partie de ce mouvement-là à cette époque-là et qui est morte très jeune, malheureusement, et qui avait fait partie de tous les mouvements, puisque quand Sékou Touré avait dit non, elle était partie institutrice en Guinée. Et c'est par elle que je commencerai. En plus, je me sens très proche de vous parce que un de mes meilleurs amis était Guy Berger, créateur de l'Université de Vincennes. Il ne faut pas oublier que l'Université de Vincennes, sur lequel je reviendrai si j'ai le temps cet après-midi, a une importance capitale parce que d'abord, elle a été fondée par des étudiants et non pas par des enseignants. Et deuxièmement, parce qu'elle a accueilli énormément de personnes qui travaillaient sur le terrain, et c'est parce qu'ils faisaient du travail sur le terrain qu'ils intéressaient ces étudiants qui allaient devenir professeurs à l'intérieur de Vincennes. Alors, je reviendrai et vous poserai une question, si je me permettais, à moins qu'il y ait une question à chaud. Vous avez une question à poser? Bon, alors je vous poserai une question. C'est véritablement, vous parlez d'égalité numérique et vous parlez en même temps, et vous avez dit en tant que femme. Hein. Et c'est là que moi, de mon côté, je me pose des questions. C'est-à-dire que nous avons eu des femmes au ministère, en particulier une femme qui a été au ministère des armées, qui était qui était, en Pays Basque, hein, Alio-Marie. Dans mon environnement, j'ai eu beaucoup de femmes proches de vous, et de par mon origine sociale qui est différente de la vôtre, j'ai eu beaucoup de femmes qui sont très heureuses du statut
euh, de la place qu'elles occupent dans une famille, tout en travaillant. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a une parité au point de vue du travail, c'est-à-dire que la femme apporte autant que le mari comme salaire, le mari apporte un salaire, mais à l'intérieur de la famille, le mari reste le pater familias. Hein. Et donc, quand vous dites en tant que femme, euh, comment ça se passe avec cette partie des femmes qui sont profondément convaincues que leur place, c'est d'être mère et en rentrant le soir, faire que tout se passe bien comme médiation dans la famille. Et souvent dans des familles nombreuses, c'est-à-dire à partir de 3 enfants, même de 2 enfants. Voilà, ça, c'est quelque chose qui me taraude, je vous le dirai sincèrement. Hein. Et deuxièmement, alors, une autre indication que je trouverais importante là-dedans, c'est qu'il il faudrait arriver à une rupture. Et alors là, je vais être assez brutal et vulgaire, je m'excuse, à une rupture complètement de la représentation de l'homme comme portant un phallus, et le phallus étant la pénétration. Et là, il y a quelque chose à modifier dans le comportement de l'homme qui est extrêmement fondamental. C'est-à-dire que l'on commence à exister parce qu'on pénètre. C'est la mentalité, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, dominante. Et que l'on voit se répertorier dans les violences, par exemple, en Ukraine. Hein, que l'on a vu se répertorier à niveau du nazisme, puisque moi j'ai vécu cette période-là, hein, et que l'on a vu très bien aussi se répertorier pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'est une question. Alors là, je me pose une question de fond, d'historien. Vous avez Flandrin, qui a travaillé sur le 19e siècle et qui a très bien montré dans les milieux paysans que la relation femme-enfant, pardon, homme-femme avant le mariage, hein, était tout à fait différente que d'une pénétration avant le mariage. Et que ça crée des relations entre la femme et l'enfant différentes. Et pour être vraiment aller au fond des choses et pour montrer à quel point j'en suis redevable, j'ai dans ma proximité proche, puisqu'autant vous le dire, hein, on est là pour traiter les affaires et non pas pour les gommer et avoir un discours politicard. Hein, j'ai une de mes filles qui me reproche ce qu'un certain nombre de jeunes femmes lui racontaient sur notre relation. Voilà. Et c'est ça son reproche essentiel vis-à-vis de son père, basé uniquement sur des on-dit, qu'on retrouve dans la littérature, dans ces histoires de pénétration. Et si je prends l'attaque brutale là-dessus, c'est que je crois que c'est un véritable problème et qu'on vit ce problème actuellement dans toutes les guerres qui ont lieu. Parce que je pense que dès que l'on est sur un front et que l'on se bat, il y a un moment où l'imaginaire du repos du guerrier revient. Je m'excuse, j'ai été trop long. Voilà. Il pourrait y avoir peut-être des réactions déjà dans la salle. Bien sûr, et puis on reprendrait sur l'ensemble. Deux questions. Comment faites-vous pour différencier le pouvoir en général du pouvoir patriarcal? Quand on prend les institutions internationales, enfin pas nationales, le gouvernement, la Constitution, etc., elle a des problèmes, des limites, mais il y a une partie qui revient du pouvoir et une partie qui revient du patriarcat. Donc comment faites-vous pour ça? Vous avez des exemples? Du coup, trois petites questions, mais du même type. Autre question, quand il y a une femme au pouvoir, donc quand il n'y a pas, enfin, peut-être que je pourrais dire aussi quand même à nouveau, en préambule, que je suis absolument pour qu'il y ait plus de
avec des quotas égaux, etc., et qu'il y a parité, etc. Alors, du coup, j'ai pas compris la différence que vous m'aviez cité. Le quota était anticonstitutionnel, mais la parité le serait, ça, j'ai pas compris pourquoi. Et puis, euh, autre question, bah, du coup, c'est en quoi le fait d'avoir des femmes au pouvoir, finalement, qu'elles soient ministres ou Premier ministre, ça change beaucoup de choses, même si c'est bien qu'il y en ait, hein. Ça, c'est tout à fait. Mais après, c'est bien de l'avoir, et si ça change pas grand-chose, bon, bah, tant mieux, mais voilà, ça se fera pas. Et puis, dernière question. On connaît beaucoup, alors ça, c'est une question un peu plus malicieuse, mais euh, c'est très facile. Souvent, on critique les caractéristiques masculines, et on les nomme, mais quelles sont les caractéristiques féminines? Voilà, bon, ça, c'est un peu c'est un peu méchant parce que bon, voilà, mais ça m'amuse parce que souvent, elles n'ont pas de caractéristiques, les femmes, il n'y a que les hommes qui en ont. C'est plutôt ça qui me fait un peu. Je crois qu'il y avait une des personnes présentes qui souhaitait éventuellement intervenir. Moi, c'est juste une question, mais on pose toutes les questions. Oui, Oui. on refera d'autres Bien questions sûr. si besoin. Non, c'était sur les modes d'action. La sixième République, enfin, tout le parle dans la présentation. Oui. Est-ce que par les urnes, c'est un mode qui est concrètement viable aujourd'hui, au vu de l'histoire que tu as racontée? Ou est-ce, enfin, comment on envisage dans les temps? Comment on envisage concrètement la mise en œuvre de Oui. de la sixième République, enfin Là, l'aspect de la... théorique il faudrait peut-être très bien expliquer et tout, mais du coup, comment on le fait? C'est peut-être les très modalités, pratique, les modalités pratiques. Ouais. Bien, je vais essayer de répondre rapidement parce qu'il ne faut pas empiéter sur le temps pour... J'ai combien de temps là? T'as le temps, et sinon c'est la faute d'Alain qui mord sur son intervention à venir, mais je rigole. Non, non, t'as le temps. Bon, d'accord. Sinon, vous m'arrêtez, hein. Bon, d'abord, moi, j'étais très contente d'entendre que vous évoquiez Guy Berger et puis la faculté de Vincennes, parce qu'en fait, je suis un pur produit de Oui, la tout à fait faculté de compris. Vincennes. C'est-à-dire que moi, j'ai participé très activement à mai 68 et à l'occupation de la Sorbonne. Je suis d'ailleurs tombée, si je peux dire, sur ce qui est devenu par la suite le mouvement féministe à la Sorbonne, puisqu'il y a eu à la Sorbonne des étudiantes et des femmes salariées, dont j'étais, hein, puisque je n'étais pas étudiante, j'étais salariée, qui occupaient la Sorbonne. Nous avons organisé un forum qui s'est appelé « Les femmes et la Révolution ». Parce que tout ce qu'on vivait autour de nous et tout ce qu'on voyait autour de nous à la Sorbonne, c'était bon, la réaffirmation des rôles classiques des femmes et des hommes dans la société, justement, à un niveau politique. C'est-à-dire que lorsqu'il y avait des étudiants qui rédigeaient les tracts dans le comité politique de la Sorbonne, il y avait une femme parmi, bon, 16 personnes. Et puis, par contre, quand on s'occupait de la crèche, il n'y avait pas un seul homme, puisqu'il y avait une crèche à la Sorbonne, ce que nous avons reproduit par la suite dans les mouvements féministes et même dans un certain nombre de mouvements généralistes, associatifs et politiques, et partis politiques. Et aussi, au comité de rédaction, il y avait donc une femme qui était dans le comité de rédaction des tracts, mais qui tapait à la machine les tracts, c'était les femmes. Donc, à un moment donné, on était quelques-unes à se dire, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas très bien dans ce fonctionnement, qui répercute, qui perdure. Quand est-ce que ça va cesser, quoi? Donc, finalement, il y a Anne Zelinski et Jacqueline Feldman. D'ailleurs, je le raconte dans le détail dans le livre qui est derrière moi, que j'ai co-dirigé avec une autre personne du réseau féministe Rupture, qui organise un forum que nous avons appelé « Les femmes et la révolution ». Et on est allé voir donc le camarade qui tenait le tableau d'inscription en lui disant, voilà, nous, on voudrait bien faire un forum, puisque bon, on pouvait faire tous les forums qu'on voulait à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Et il nous donne une salle, le Grand Amphi, et une date pour faire ce forum, Les femmes et la Révolution. Et on s'est dit, bon, bah, maintenant, il faut y aller. Il faut un petit peu montrer que quand même, ce n'est pas possible de répercuter, de renouveler un peu toutes ces expériences passées. Donc, on s'attendait à ce qu'il n'y ait personne dans, dans ce forum. Et puis, en fait, le Grand Amphi était archi plat. Hein, et on a pu évoquer les différentes révolutions dans l'histoire avec la place des femmes et puis le fait surtout qu'à chaque période, eh bien, celles qui ont été toujours
celles qui n'ont pas trouvé de changement, ça a été les femmes. Donc ça, cette situation de Vincennes a été très importante à la fois pour les féministes par rapport au regroupement par la suite qui se sont constitués des mouvements féministes, mais ça a été très important aussi par rapport aux revendications du mouvement étudiant et étudiante de l'époque, puisque une des revendications à la fin du mouvement de mai 68 qui a été portée au gouvernement auprès d'Edgar Faure, c'était de demander la mise en place d'une faculté expérimentale au même titre que Berkeley aux États-Unis. Faculté expérimentale, pourquoi? Eh bien, parce que dans la situation de l'époque, les étudiantes et les étudiants ne pouvaient accéder à l'université que s'ils étaient bacheliers. Or, la grande majorité, évidemment, des jeunes qui étaient au travail, comme moi à l'époque déjà depuis 10 ans, eh bien, nous n'avions pas le baccalauréat, puisque beaucoup de ces enfants qui étaient d'origine ouvrière ou très populaire quittaient l'école au mieux à 15 ans après avoir fait 1 an de formation professionnelle après le certificat d'études qui était obligatoire, puisque l'école à cette époque-là était obligatoire que jusqu'à 14 ans et demi, hein, rappelons-nous-le. Hein. Et donc, nous allions travailler et au mieux, quand on en avait envie de poursuivre des études, on allait faire des cours du soir dans les mairies d'arrondissement, ou alors on s'inscrivait à des cours de formation professionnelle pour adultes, ou alors un peu plus tard, on participait par correspondance aux formations du CNTE de Vanves. Tout ça pour dire que l'université de Vincennes a été une revendication du mouvement étudiant de dire, premièrement, il faut que l'université soit accessible à tous, y compris sans le bac. La seule condition pour pouvoir être inscrit quand on n'avait pas le bac, c'était de donner la preuve de 2 années d'activité salariée, ce qui en fait était très facile, puisque la plupart des gens et des jeunes hommes et femmes de cette époque avaient au minimum 2 années d'activité salariée. Ensuite, elle a été très importante parce qu'elle a ouvert l'université à tous les étudiants étrangers, quels qu'ils soient, venant de toutes les régions du monde. Et ça n'existait pas encore dans les universités. Et puis, elle a été surtout importante parce qu'elle a donné la possibilité d'expérimenter de nouveaux rapports enseignant-enseigné, c'est-à-dire basés sur une non-hiérarchie. Et quand on rentrait dans une salle de cours, comme celle-là par exemple, à l'université, on ne savait pas qui était enseignant, qui était personnel administratif et qui était étudiant, puisqu'à tour de rôle, on faisait tous ces travaux-là. On était à la fois étudiant, enseignant et personnel administratif. Donc, ça a été une expérience où, à un moment donné, on s'est posé la question, justement, disons, de faire en sorte de travailler à partir d'une sorte d'autogestion de l'université. Et ça, c'est Guy Berger et d'autres personnes qui ont créé l'université qui l'ont permis. Bon, cette université, je passe les détails, elle a été obligée de s'arrêter, tout simplement parce que le gouvernement de Saunier CIT à l'époque, qui était le gouvernement donc de droite, a décidé que l'expérience devait s'arrêter au bout de 10 ans, puisqu'au départ, elle était partie pour 10 années et qu'elle n'a pas pu être poursuivie. La seule manière pour le pouvoir d'arrêter cette expérience qui a été capitale et déterminante pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, de cette époque, c'est effectivement de l'avoir rasé, d'avoir rasé les lieux. C'est-à-dire que vous allez dans le bois de Vincennes, vous ne pouvez pas aujourd'hui, même moi qui ai passé de longues années dans l'université, en tout cas au moins 10 ans dans le lieu de Vincennes, on ne sait pas où se trouve exactement l'université. Donc il fallait qu'on raye de l'histoire, de la mémoire symbolique, imaginaire, ce lieu qui pouvait représenter un risque potentiel, effectivement, de révolution permanente, si on peut dire. Je voudrais ajouter un mot là-dessus, qui est extrêmement important. C'est quand vous dites qu'on a détruit tous les lieux qui pouvaient servir de mémoire, je crois qu'on a vécu, moi, sans m'en apercevoir, dans une carrière qui est partie d'instituteur pour finir universitaire, on a vécu la destruction progressive de tout ce mouvement. C'est-à-dire que, et on va le voir très bien dans le discours d'Attal il y a 8 jours, on le voit très bien comment il y a un système régressif qui se met en place.
mais un système régressif qui est extrêmement grave. Parce que quand Attal parle de la structuration en sous-groupes de niveau, dans laquelle j'ai été un des expérimentateurs et que j'ai vécu, il faut voir que c'est un système compliqué si on veut véritablement qu'il marche. Et que lui, il envoie simplement un fractionnement de la population scolaire. Je m'excuse, je voulais ajouter ce complément. Il faut bien voir qu'en même temps que la déstructuration de Vincennes, vous avez eu la déstructuration de tous les établissements expérimentaux, par exemple, qui commençaient à travailler sur les informations véhiculées par les images et les sons, c'est-à-dire par la télévision et la radio. Destruction de tout ce matériel expérimental créé sous l'Institut national sur l'ENP, l'Institut national pédagogique, devenu le CNDP, c'est-à-dire ensuite devenu uniquement un système qui était de type on va promouvoir une nouvelle technologie dont on va faire des résultats que l'on voit aujourd'hui avec l'introduction des algorithmes dans l'enseignement. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Mais c'est complètement, on ne peut comprendre l'exposé que je vais faire tout à l'heure que si on a le background qui vient de vous être expliqué par ma collègue. C'est impossible de comprendre, parce que moi, je suis complètement plein de cette histoire-là. Et alors, je ne l'ai pas vécu à Paris, je l'ai vécu de province, et d'un lieu vraiment loin, puisque c'était à Montignac-sur-Vézère, et à Bordeaux. Donc, je l'ai vécu loin, donc je l'ai vécu en distance, et simplement parce que me racontaient mes amis. Bien sûr. Voilà. Oui. Je m'excuse, j'étais un peu long, mais je crois qu'il faut bien faire le parallèle, et Dominique a eu raison, dans le fond, de nous associer. Oui, oui, absolument. J'espère que vous n'avez pas la mission de nous associer, parce que tout à fait. on a la même culture. On est porteur d'une histoire, mais d'une histoire que progressivement, comme vous l'avez très bien démontré, on a voulu déstructurer pour faire un retour en arrière. Mais c'est pour ça que je trouve que ce que vous venez d'évoquer, ça illustre complètement que pour pouvoir aujourd'hui se situer par rapport à l'histoire que nous vivons et se projeter dans l'avenir par rapport aux transformations sociales que nous pouvons envisager ou que nous pouvons souhaiter ardemment, il faut faire ce retour sur le passé. Sinon, on est amnésique de notre propre histoire. Et à ce moment-là, on serait condamné à renouveler perpétuellement toujours les mêmes expériences. Partir de ces expériences qui indiquent énormément de choses pour pouvoir aller beaucoup plus loin et que d'autres, bien après nous, s'en saisissent pour aller encore plus loin. C'est un petit peu, de cette façon-là que moi, je voyais aussi mon propre parcours personnel. Le deuxième point qui, je trouve, est très intéressant dans ce que vous avez soulevé, c'est, vous me dites comment ça se passe pour vous avec les femmes qui finalement s'agréent totalement à être de bonnes épouses et de bonnes mères. Qui acceptent le paternalisme. Qui acceptent le système patriarcal sans le critiquer ou sans même le ressentir, ou tout du moins, si elles ressentent que quelque chose ne va pas très loin, très bien, très vite, elles le mettent de côté pour pas être gênées dans leur confort quotidien. Ça aussi, c'est une question très importante pour les femmes, ne pas se trouver en situation indélicate par rapport à leur confort quotidien. Je trouve que cette question-là, pour les mouvements féministes, nous ne la traitons pas du tout comme le traiteraient des organisations syndicales et politiques. On n'est pas dans « il faut que ». Être féministe, c'est être comme ça. Et là, je parle de femmes et d'hommes, parce qu'il y a des hommes féministes. Il y a toujours eu des hommes féministes dans l'histoire. Condorcet était un grand défenseur des droits des femmes et il s'est battu à l'Assemblée nationale pour que les femmes aient des droits. Mais c'est tout simple. Les mouvements féministes sont des mouvements sociaux, des mouvements sociétaux. C'est-à-dire, nous nous sommes constitués à partir d'une diversité des courants, d'une pluralité des courants et dans l'après-mai 68. Donc, nous avons eu cette chance dans le mouvement féministe radical, ce qu'on a appelé le mouvement de libération des femmes, de se constituer non pas
comme un parti politique ou un syndicat avec une orientation unique, mais avec une diversité d'approches et d'analyses de la manière dont on doit battre le système patriarcal. Et par rapport à ça, un des points sur lesquels nous sommes très attachés, c'est de dire que chaque femme fait son parcours, a un parcours personnel de la question de l'aliénation, donc de la question de la domination patriarcale, donc de la question de s'émanciper de cette domination pour s'en libérer personnellement et collectivement. Il n'y a pas de moment particulier, c'est en fonction du parcours de chacune de ces femmes. Et il n'y a pas de jugement à porter sur un comportement de la sorte. Personnellement, moi, je ne porte pas de jugement sur les femmes qui se retrouvent tout à fait bien dans leur situation personnelle familiale. D'abord, premièrement, parce qu'on peut dire quand même que les choses ont beaucoup évolué. Déjà, grâce aux luttes des mouvements féministes, la situation des femmes dans la famille aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle que moi j'ai connue lorsque, jeune femme qui travaillait depuis très longtemps, je me suis heurtée à la banque où j'avais le compte avec mon mari et où l'employé de la banque m'a dit « Mais madame, je ne peux pas vous donner l'équivalent en monnaie de votre chèque parce qu'il me faut l'autorisation de votre mari. » Donc, je veux dire, ce n'est pas de commune mesure du point de vue de la domination patriarcale. Donc, chaque société, du point de vue des luttes des femmes féministes et des hommes féministes, fait des progrès et permet aux femmes d'accéder à des relations beaucoup plus sereines et normales, je dois dire, dans le couple ou dans la société en général. Bon, il y a eu énormément de luttes qui ont permis beaucoup de lois au cours de toutes ces années, et il ne faut pas les mettre comme quelque chose qui n'aurait aucune importance. Pour moi, ça a beaucoup d'importance, et je dois dire que maintenant, c'est aux jeunes générations qui, avec la réalité de ce qu'ils vivent, trouveront le chemin de leur propre émancipation. Les femmes et les hommes, parce que les hommes aussi doivent trouver ce chemin de l'émancipation dans le rapport personnel dans le couple ou le rapport collectif à la société pour être aussi des hommes évolués. C'est-à-dire que le féminisme n'appartient pas qu'aux femmes. Le féminisme appartient aux hommes. C'est pourquoi ce que vous avez évoqué sur votre perception d'homme féministe, parce que je pense que vous êtes un homme féministe, eh bien, effectivement, c'est très contesté par mes enfants. Oui, mais ça, par nos enfants, c'est normal, je devrais dire. Je pense que c'est tout à fait normal par les enfants. Mais il me semble que ce qui montre, pour terminer là-dessus, que même les hommes font un travail de mise en cause de l'aliénation masculine, il est prouvé dans des organisations d'hommes émancipés, qui s'appellent par exemple les zéro machos, qui, au contraire des mouvements masculinistes qui veulent en découdre avec les féministes et les femmes, montrent au contraire que les hommes peuvent aussi être féministes à condition de faire un travail personnel en tant qu'homme qui pose la question de comment, en tant qu'homme, on perpétue la domination patriarcale. Et ça, c'est un travail que les femmes ne peuvent pas faire pour les hommes. Mais par contre, elles peuvent, en travaillant avec les hommes, en discutant avec les hommes, dans la manière dont elles peuvent poser un certain nombre de problèmes ou dans la manière dont elles discutent de ces questions, permettre à l'homme de prendre conscience d'un certain nombre de comportements qui inévitablement sont reproduits par les garçons et les hommes parce qu'on vit dans une société toujours patriarcale. Et que donc, on n'éduque pas un petit garçon comme une petite fille. Et d'ailleurs, il faut le voir, on l'a dit dans des réunions là, hier et avant-hier, on a donné les cas des cours de récréation, où on voit bien dès la maternelle qu'un petit garçon ne se comporte pas de la même manière qu'une petite fille, ou ne dit pas qu'une petite fille a les mêmes droits que lui. On le voit bien dans le choix des jouets, on le voit surtout beaucoup en ce moment par rapport à la question du filles et des garçons dans le sport. Enfin là, c'est assez flagrant. Comment vous avez un film que j'ai vu moi la semaine dernière parce qu'on avait organisé une réunion sur les droits des femmes et les valeurs de l'olympisme, eh bien, vous avez Nicolas Barr, qui a été donc une championne de foot, qui a démontré dans le film qu'elle a fait comment, chez le garçon, d'emblée, quand il fait du foot, il a une manière de se tenir sur un terrain de foot pour lancer le ballon où il ouvre son corps et il lance le ballon,
Et chez les petites filles, eh bien, il faut faire un travail assidu pour qu'elles osent s'écarter, mettre son pas en avant pour lancer le ballon, alors qu'elles ne font pas ça d'emblée. Mais si elles ne le font pas d'emblée, ce n'est pas parce qu'elles sont d'emblée incompétentes à faire du foot, c'est parce qu'elles ont emmagasiné, intériorisé depuis la toute petite enfance qu'une fille doit marcher d'une certaine manière, qu'elle ne doit pas montrer ses jambes, etc., etc. Donc, je veux dire, il y a tout un travail qui, par rapport à ça, est très, très intéressant et que toutes les associations féministes ont déjà commencé à faire. Quant à la question du phallus, ben voilà pourquoi aussi nous avons voulu, au niveau du mouvement de libération des femmes, travailler dans l'horizontalité et pas dans la verticalité. Parce qu'au début qu'on s'est réunis dans les mouvements féministes, on s'est dit, bon, il va falloir quand même qu'on fonctionne différemment que les hommes. Donc, comment on fait? Et il y a une personne qui est très connue d'ailleurs aujourd'hui et qui a dit, ben voilà, on ne va pas reproduire le schéma masculin d'organisation politique de la société, qu'on soit syndicat ou parti politique. Pourquoi? Parce que travailler dans la verticalité, c'est reproduire le phallus. Donc, nous allons travailler dans l'horizontalité parce que le sexe féminin est plutôt de l'ordre de l'horizontalité. Voilà, c'est pour dire qu'il y a un lien très direct. Si, il y a un lien très direct entre phallus et entre forme d'organisation. Bon, voilà, je pense qu'il y avait une question là que vous aviez évoquée. Directement sur la question de la parentalité, c'est une question que je fais un petit peu. Parle plus fort parce qu'on ne t'entend pas bien d'ici. Par rapport à la parentalité, je trouve qu'effectivement, la question, elle se pose inévitablement en termes de sexe pour l'instant, c'est-à-dire les mères, les pères, qui ont donné leur place de femmes aux mères, qui ont été vues comme des mères avec une injonction d'être mères pendant très longtemps. Mais je pense que, in fine, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est en fait, on utilise des fonctions parentales et pas des fonctions maternelles ou paternelles. Parce que ce que montre la recherche aujourd'hui, c'est qu'en réalité, un père peut être un père comme une mère est une mère. En fait, la question ne se pose pas en termes de compétences maternelles ou paternelles. Ça n'a pas de sens en réalité. Les études montrent qu'en fait, en termes d'attachement, en termes de soins, en fait, on parle de parents. On ne parle pas de père ou de mère. Ça n'a pas de sens que de parler en termes de différenciation père ou mère. Et donc, je trouve que inévitablement, on est obligé de dire de libérer les femmes de leur rôle de mère, mais qu'en fait, in fine, il faudrait parler de parents et pas de femmes ou hommes qui deviennent des mères ou pères. Enfin, c'est des parents, en fait. Donc, la question de la femme qui aime être une mère, mais bien sûr qu'elle peut aimer être une mère, mais parce qu'on n'est pas obligé de séparer le père de la mère et les femmes, inévitablement, d'assez bonnes mères pour leur enfant. Enfin, pour moi, c'est la question de la parentalité et pas de l'homme ou de la femme, même si on n'en est pas encore. Obligé de parler encore de sexe pour l'instant, mais il faudrait sortir de cette fonction sexuée de la parentalité pour aller vers des fonctions parentales tout court, en fait. D'ailleurs, on dit bien congé parental et pas congé maternel ou congé paternel. Hein. Donc ça, c'est aussi un progrès par rapport à des demandes qu'avait fait le mouvement féministe de ne plus parler en termes de paternel ou maternel, mais de responsabilité parentale. Donc c'est très bien. Je voudrais juste faire une petite réflexion avant de clore, parce que le calendrier ne nous permet pas d'aller plus loin. Mais juste une réflexion. C'est par rapport à la préparation de nos initiatives. Cette initiative, elle rassemble autour de 44 contributions. On a failli ne pas avoir de femmes contribuent. Et j'alerte là-dessus. Il a fallu une bataille militante pour effectivement parvenir à avoir des contributions de femmes à nos travaux. Mais si ça n'était que ça, le problème, c'est que ça va beaucoup plus loin, le problème. C'est que, très bien, Monique, Annie Lachenet est intervenue avec des choses formidables. Le problème, c'est qu'elles viennent nous parler sur un terrain presque comme si c'était leur terrain d'évolution. Parce que, non, mais j'exagère volontairement, hein. Mais ce qui serait bien, mais il y a des raisons à ça, hein, notamment la structuration des études universitaires et le fait que dans la prise de responsabilité à l'université, il se mènent aujourd'hui des luttes concrètes pour permettre justement aux jeunes femmes de pouvoir accéder, devenir professeur, devenir maître de conf, être recruté dans toutes les disciplines et avoir, je dirais, l'accès
à Bien sûr. des métiers du savoir, de la transmission du savoir, au même titre que les hommes. C'est pas gagné, hein, encore. C'est pas gagné. Mais bon, il y a du travail qui avance. Le deuxième effet, c'est que euh, celui que je voulais poser, c'est que les femmes sont autant légitimes que les hommes à intervenir sur des champs qui, sans que ça leur soit forcément assigné. Par exemple, pour venir nous parler de démocratie, de pouvoir, enfin, de toutes les questions de république, de toutes les questions qu'on aborde effectivement dans ces journées. Moi, c'était là-dessus. Hein. C'est pas pour vous culpabiliser, c'est au contraire pour attirer l'attention sur le fait que vous avez le droit d'intervenir sur tous les champs de la connaissance, du pouvoir, du savoir. Voilà. Alors, ce que tu dis là, c'est très important parce qu'en fait, c'est je dirais, la quatrième phase du féminisme contemporain. Bien sûr. C'est-à-dire que aujourd'hui, pour beaucoup d'associations féministes, dont celle que j'anime, le réseau féministe Rupture, le féminisme n'est pas une question de lutte contre les inégalités et contre les discriminations. D'abord, égalité et discrimination, c'est pas du tout la même chose. Donc déjà, quand on emploie le terme discrimination pour parler d'inégalité entre les femmes et les hommes, il faut bannir ce terme. Il y a les inégalités entre les sexes et il y a les discriminations. Bon, parce que les femmes ne sont pas une catégorie. On ne peut pas les traiter de discrimination. Les femmes, on les retrouve dans toutes les catégories de la vie humaine. Donc, de fait, on parle d'inégalité et pas comme le fait l'Europe, de discrimination quand on parle d'inégalité entre les hommes et les femmes. Mais en plus, maintenant que nous avons lutté et obtenu un certain nombre de droits, la question qu'on s'est posée véritablement à partir de 1995, donc c'est quand même pas récent, dans la dernière conférence mondiale sur les droits des femmes, c'est de dire l'avenir, c'est quoi? C'est de regarder le monde avec les lunettes du féminisme. C'est-à-dire, le féminisme, ce n'est pas une question d'égalité intrinsèque entre les femmes et les hommes, c'est comment je pense la transformation sociale à partir de ma place de femme dans l'histoire, dans le vécu quotidien et dans la projection d'un avenir de libération totale entre les sexes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans tous les domaines, dans toutes les questions d'actualité et de société, nous portons un regard sur justement ces questions. Et c'est ça le féminisme aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il est beaucoup plus dilué, mais de fait, on peut faire venir des mouvements féministes sur tous les thèmes. Tous les thèmes sont abordés. Bien sûr que les médias, ils s'attachent beaucoup à tout ce que sont les violences et les féminicides, et heureusement. Mais dans le soubassement de tous les groupes féministes qui existent, dans le travail au quotidien qui se fait, les mouvements féministes ont un point de vue sur tout. Et ça, ce qui est intéressant maintenant, dans des situations comme la vôtre, où vous nous invitez à venir parler, puisque c'est la première fois qu'on vient en fait ici, eh bien, c'est de faire en sorte de confronter tous ces travaux de recherche à partir de situations vécues pour voir comment on peut ensemble transformer cette société. Et là, on est dans une autre phase. Alors écoutez, je vais un peu vous remercier de votre intervention, mais ce que j'aimerais, c'est que vous me disiez, suite à mon exposé, si je fais cette ouverture-là. Pratiquement. Ah non, mais c'est un Pratiquement. exposé que je vais faire. Ah oui, après votre Oui, exposé. oui. Je vais l'écouter attentivement. Oui. Si ce Oui, que je oui. vais faire comme proposition Ah, bah, c'est super. permet Ah, c'est super. l'ouverture que vous venez de présenter. Eh ben, on va voir. Alors, Super, très bien. merci, madame. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'aimerais beaucoup. Oui, oui. Tu peux mettre de ce côté-là? Oui, vous avez. Parce que moi, il faut que je sois là pour t'entendre. C'est bon? Je vais le faire sortir. Ah, oui. Marie te félicite. Hein. Ah bon?